Ok, très bien. Donc, je vois plein de monde. Emmanuel et Déborah, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est parti. Donc, je vais vous demander de couper vos micros et vous allez réouvrir vos micros lorsque vous poserez les questions. Comme ça, on va bien... Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas s'il faut absolument que je mette ma caméra, mais peut-être pour éviter de ralentir le débit. Donc, alors, je ne sais pas si vous me voyez là, mais je vous salue tous. Donc, voilà, je vous salue tous. Donc, je vais couper le micro, pardon, la caméra pendant la présentation. Et puis, je vais remettre la caméra plus tard pour prendre des questions. Donc, c'est parti. Donc, merci à vous. Merci pour votre présence encore ce soir pour cette webconférence sur l'immobilier. Donc, comme je disais au début, ça fait un peu plus de 3 mois que je n'ai pas fait une webconférence publique. La dernière webconférence, je pense que c'était le 14 novembre, qui était sur la liberté financière. Et donc, aujourd'hui, je suis super content en tout cas de faire une webconférence sur l'immobilier avec on va dire tout ce qui se passe et j'ai reçu pas mal de questions, comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça marche toujours, cette histoire de l'immobilier, etc., etc. Donc voilà, l'idée ce soir, c'est vraiment d'échanger ensemble, de partager euh, sur déjà l'immobilier en général et puis on parlera sur la spécificité, on va dire, des 12 derniers mois. Voilà. Donc voilà, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus pour tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à mettre votre prénom et votre ville, comme ça on sait d'où vous êtes connectés. Donc voilà, je suis super content de vous voir encore ce soir. Merci beaucoup les amis. Donc c'est parti. On va à peu près avoir une présentation d'une heure et quart et puis je prendrai toutes vos questions et puis je vous partagerai un témoignage d'une personne que j'ai accompagnée pendant le confinement et comment ça s'est passé avec les banques. Voilà. Ça va être vraiment c'est un moment d'échange et pratique aussi. Je vous encourage en tout cas à poser toutes vos questions et je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Donc, si je n'ai pas de réponse, je vous dirai que je n'ai pas du tout de réponse. Ok, donc voilà, super. Je suis super content d'être là et c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler de investir dans l'immobilier rentable en 2021. C'est vrai que c'est un titre voilà, qui accroche et tout ça, mais on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que je vais dire par là. Donc déjà, bienvenue à tout le monde. Hein. Je voulais souhaiter la bienvenue. Et aujourd'hui, voici le plan de ce que nous allons voir ensemble. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites à cette webconférence qui ne me connaissent pas forcément. Et je vais prendre le temps de me présenter un peu succinctement qui je suis. Et je vais vous raconter mon histoire immobilière, comment est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier. Je vais partager avec vous 6 étapes pour définir et réussir votre projet immobilier. Déjà, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat qui a déjà investi? Donc, qui a déjà investi et qui souhaiterait investir pour la première fois? Donc, voilà, je vais un peu jauger, voilà, savoir qui on a ce soir, sachant que la webconférence a été conçue pour des débutants et pour des personnes qui ont déjà investi, qui veulent passer au niveau supérieur, notamment sur l'achat d'immeubles, que ce soit les immeubles de rapport ou que ce soit des immeubles tout simplement. OK? Yes. Donc, bonsoir Kevin. Donc, déjà investi, yes. Moi, je voudrais pour la première fois, yes, ok. Pas encore investi, mais tu es au bon endroit, Eric, si tu n'as pas encore investi.
Waouh, ça passe vite, 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 vite. J'aimerais investir, yes. Immeuble de rapport, yes. Waouh. Super, ok. Bah, c'est super. Ok, donc voilà, cette web conférence, on va parler à toutes les catégories de personnes et aussi à ceux qui ont investi mais qui ne génèrent pas encore des revenus parce que ces personnes-là, très souvent, on ne parle pas d'eux et très souvent, ils ont, entre guillemets, honte de parler de ça parce que partout, on entend les gens dire, moi, je génère tant, etc., etc. Et certaines personnes ont même du mal à pouvoir dire qu'en fait, j'avais fait un mauvais investissement et sont bloqués là-dessus, en fait, sans, sans pouvoir chercher de l'aide, en fait. Et ça, c'est simplement dommage. C'est simplement dommage. Même si vous avez investi et que vous ne générez pas de revenus et que c'est un trou, il faut savoir qu'il y a des moyens qui existent qui peuvent vous aider à sortir de là, à sortir de cette situation tout simplement. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la série de vidéos que j'ai partagées cette semaine. Il y a eu l'histoire de mon ami Luc, en fait, qui avait investi dans deux biens, mais qui, en fait, qui n'était pas vraiment un investissement parce que, voilà, c'était à lui de faire vivre son investissement. On a travaillé ensemble. Il a pu renverser, j'ai envie de dire, la tendance. Donc, voilà, même si vous avez déjà investi et que vous ne générez pas encore des revenus ou que c'est vous qui faites vivre votre investissement, voilà, j'ai envie de dire, ne restez pas caché, cherchez de l'aide, échangez avec des gens qui vont vous aider. Et si vous n'avez pas encore investi et que c'est pour la première fois que vous voulez investir et que vous demandez, mais avec la situation, comment on fait, ou vous posez simplement la question que j'aimerais faire une très bonne acquisition, j'aimerais pas me tromper, etc. Alors, vous avez peur de tout ça, de tout ce qui peut se présenter. Ben, ce soir, on va parler de tout ça. OK, donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous raconter un peu mon histoire immobilière. Ensuite, je vais vous parler de 6 étapes pour définir et réussir son projet immobilier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour définir son projet immobilier? Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui débutent. Et je vais vous parler de 3 stratégies pour générer les revenus avec l'immobilier sans attendre 25 ans. Parce que beaucoup de gens pensent que, en fait, pour générer des revenus avec l'immobilier, il faut absolument attendre la fin du crédit, etc. Et nous allons voir ensemble 3 stratégies. Alors, il y a 4 stratégies plus précisément, mais je ne voilà, je vais vous parler de 3 stratégies et je vais vous dire la quatrième stratégie. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler de quelques, entre guillemets, innovations qui se fait aujourd'hui, qui commencent à monter depuis un peu plus d'un an et demi, 2 ans, qui commencent vraiment à prendre place, en tout cas sur la place. Donc, on va en parler. Ensuite, je vais vous faire partager le témoignage de Patrick. Et puis, je vais donc rester jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de ma formation en ligne, TMPI Academy. Donc, voilà. Et surtout, c'est une formation que j'ai mis à jour. Donc, j'ai 6 nouveaux modules, en fait, beaucoup plus, vraiment plus évolués, plus avancés. OK, après, je prendrai toutes vos questions. Et puis, voilà, c'est parti. Donc, ce soir, donc, il y a plein de questions. Donc, à la modération, donc, il y a bien évidemment mon épouse, Laurence Adicole, donc, qui va répondre pendant que moi, je fais du bruit ici. Ok, les amis, c'est parti. Donc, voilà qui est Elie Prince Adicole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer d'être rapide, bref, pas trop long. Donc, ben voilà, je suis Elie Prince Adicole. Toutes mes informations se trouvent sur mon site elieprinceadicole.com. Mais juste rapidement, je suis conférencier, c'est-à-dire j'organise des conférences donc, sur les thématiques de la liberté financière, sur l'immobilier et sur l'entrepreneuriat, donc création de plusieurs sources de revenus. Et donc, ça, c'est mon dernier séminaire sur Paris.
au Novotel Paris-Est. Donc voilà, je suis conférencier, je fais des séminaires sur l'immobilier et sur la liberté financière. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs séminaires dans quelques pays d'Europe, donc notamment en Allemagne, donc à Munich, à Genève, en Suisse, ensuite à Bruxelles aussi, donc en Martinique, en Guadeloupe aussi. Donc voilà, quoi d'autre? Je suis auteur de plusieurs livres maintenant. Donc, comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro, c'est mon premier livre en fait qui raconte mon histoire, en fait, comment je suis arrivé dans l'immobilier, moi qui ne connaissais rien du tout dans l'immobilier. Ensuite, j'ai un guide gratuit que j'offre aux gens qui veulent télécharger. Donc, 6 étapes pour définir et réussir votre projet immobilier. Chaque année, au mois de janvier, je mets ce guide à jour. Mais cette année, je n'ai pas encore mis parce que je n'ai pas eu le temps, parce que là, je suis à fond sur d'autres projets et sur d'autres éléments. Mais je pense que d'ici, avant la fin de mois, je vais mettre à jour parce que voilà, je voulais rajouter quelques éléments dans le guide. Donc, il faut que je me pose. Mais le guide peut être téléchargé à partir du site tout le monde peut investir.com. Donc voilà, je suis auteur et éditeur du livre La collection Vivez une vie d'exception, donc qui est un livre dédié sur le mindset. Pourquoi je dis éditeur? Parce que c'est ma propre maison d'édition qui l'a édité, donc les éditions Maison d'exception. Donc voilà, c'est mon deuxième livre qui est vraiment axé sur le mindset, donc l'état d'esprit nécessaire pour faire de vous un homme et une femme d'exception. Donc voilà, je suis super content parce que ce livre, depuis fin décembre, donc début janvier, a été traduit en anglais maintenant, donc qui est disponible sur Amazon, hein, amazon.com, donc Amazon, on va dire English, et l'autre livre aussi est disponible sur Amazon. Donc, que je remercie en passant la professionnelle qui a fait la traduction pour moi. Donc voilà. Et voilà, je suis auteur aussi. Donc ça, c'est mon dernier livre, mon troisième livre sur le marketing d'exception. Comment mieux présenter et vendre son produit ou service sans avoir l'air d'un mendiant. Alors, rapidement, l'histoire du livre, c'est que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, en fait, je ne savais pas vendre et je voulais donner à tout le monde. En fait, j'avais tellement envie de donner à tout le monde des conseils gratuitement, de faire des sites gratuitement, etc., etc. Et donc, j'ai compris que, en fait, si je faisais ça, si je ne faisais que ça, il n'y a pas de problème à être généreux. Mais si je ne faisais que ça, en fait, j'allais simplement m'appauvrir, en fait. Donc, j'ai dû apprendre le marketing, j'ai dû apprendre comment vendre, j'ai dû apprendre comment mieux présenter son produit et service. Et donc, j'ai mis en pratique et j'ai vu des résultats sur mes propres business. Et je me suis dit, ce serait top de partager parce que moi, j'ai envie de dire, mon principe de vie, c'est que j'apprends, je mets en pratique, je vois des résultats et je transmets. Et c'est comme ça que j'évolue. Donc voilà, donc c'est un peu l'histoire de ce livre. Dans ce livre, voilà, je parle vraiment des concepts du marketing. Si tu veux créer un produit, un service, dedans, si je parle du marketing immobilier, en fait, comment on fait en fait pour marketer son Airbnb, même pour marketer sa colocation, carrément. Donc, voilà, j'aborde tout ça là-dedans et, et vraiment, voilà. Donc, ça, c'est sur le marketing et vous devez comprendre que le marketing est vraiment à la base de l'enrichissement, en fait. Tu peux créer le meilleur produit au monde. Si tu n'arrives pas à vendre, tu offres pardon, le meilleur service au monde. Si tu n'arrives pas à vendre, ton service va rester là, en fait. OK, donc on avance. Voilà, bon, je suis entrepreneur, fondateur de l'École de la liberté financière, donc qui est un centre de formation dédié à la liberté financière, fondateur de Tout le monde peut investir, donc qui, on va dire, une agence de conseil et d'accompagnement en investissement immobilier, et fondateur de marketing et vente qui est en train qui va venir, qui va se développer parce que pour l'instant, il n'est pas très, très développé aujourd'hui.
donc investisseur immobilier avec mon épouse depuis 2014 et créateur de la marque Une vie d'exception. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter la liste. Là, elle est longue. Ok, donc voilà, là, vous me connaissez un peu mieux pour ceux qui ne me connaissent pas. Pardon, je bois un peu d'eau. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais déjà, on va dire, présenter le contexte parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous dites, OK, qu'est-ce qu'il va nous dire alors qu'il y a le ou la COVID, je ne sais pas, vous choisissez l'article qui vous convient. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'immobilier? Alors, première chose à savoir, je sais qu'on est dans une période où il y a une crise sanitaire, etc. Mais je veux simplement, avant d'attaquer cette session de formation, de vous partager mon sentiment personnel, partager mon avis, et ça reste mon avis. Vous pouvez être d'accord avec ça ou vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste que vous puissiez comprendre. Finalement, j'observe beaucoup les situations et j'observe les contextes en tant qu'entrepreneur. J'observe les contextes et je vois en fait comment le monde évolue. Par exemple, pendant le confinement, les 2 confinements que nous avons eus, j'ai remarqué 2 choses. Première chose, les gens continuaient à manger. Les gens continuaient à manger pendant le confinement. On a même remarqué qu'il y a des rayons qui étaient vides. Deuxième chose, j'ai remarqué une chose, que les gens étaient confinés, mais confinés chez eux. Confinés chez eux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il y a une troisième chose, c'est que les gens essayaient de se soigner, en tout cas, tous ceux qui ont eu la COVID, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en pleine crise, en fait, la crise en fait a mis en avant le fait qu'on a tous besoin d'immobilier. Les gens se sont confinés où? Chez eux, en fait. Ils se sont confinés où? Chez eux. Les gens, j'ai envie de dire, donc voilà, on a tous besoin de l'immobilier. Donc certes, il y a la crise, entre guillemets, parce que je ne crois pas qu'il y a la crise, certes, il y a des opportunités, voilà, je vais dire ça comme ça, mais il faut comprendre que cette crise sanitaire a mis en lumière, en fait, le fait de se dire que tout le monde a besoin d'avoir un toit. Tout le monde a besoin d'avoir un toit. Et donc, ça, c'est très, très important. Certes, il peut y avoir, les activités peuvent être en ralentissement, mais il faut savoir que l'immobilier marche toujours. Donc, tous ceux qui se demandent, posent la question, est-ce que avec la situation actuelle, l'immobilier marche toujours? Oui, l'immobilier marche toujours. J'ai eu plein de témoignages de plein d'investisseurs. Par exemple, je vais vous dire, pendant le confinement, il y a un de nos appartements Airbnb, c'est nous-mêmes qui avons décidé de fermer pendant 3 semaines. Mais il y avait des demandes, en fait. Et nous, on ne voulait pas parce que, voilà, on ne voulait pas être en contact avec des gens, etc., etc., pour se préserver. Mais malgré le confinement, il y a des personnes qui voulaient louer l'appartement. Quel type de personnes? Donc, le Airbnb dont je parle est à Créteil et n'est pas loin de l'hôpital Henri Mondor et un autre, j'oublie, comment on appelle ça, Interco, je ne sais pas quoi. Là. Bref, il y a des médecins qui venaient de province pour venir travailler dans ces hôpitaux-là et ils avaient besoin de se loger, en fait. Donc, malgré le confinement, le Airbnb, les locations continuaient à fonctionner. Et certaines personnes, je connais certains amis, qui ont juste changé la manière de faire. Ils ont mis des locations en moyenne durée au lieu de faire la location à courte durée. Donc, c'est juste pour vous dire que l'immobilier, on en aura toujours besoin. Donc, si vous étiez freiné par ça, franchement, moi, je vous encourage à dépasser cela. Euh, 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 donc, pendant l'année 2021, pendant qu'il y avait le confinement, etc., j'ai accompagné une personne donc, dont je vais partager son témoignage
Au milieu, en plein confinement, sa banque l'a financé, en fait. Donc, il ne faut pas se bloquer là-dessus. On va avancer. Donc, première chose ici, le confinement, la crise sanitaire est juste un élément qui révèle le fait qu'on a besoin de se loger. Tout le monde a besoin de se loger. OK, rapidement, je vais vous parler de mon histoire immobilière. Donc, comment je suis arrivé dans l'immobilier? Mon histoire avec l'immobilier commence en 2012, je crois. Oui, 2012. En 2012, j'habitais encore chez mes parents à Fontainebleau. Donc, à la base, j'ai fait des études en informatique, donc en génie logiciel, ingénieur en génie logiciel. Et je travaillais comme étant consultant donc dans les SS2I et j'étais en mission chez Dassault Systèmes. Donc, si vous connaissez un peu Avelizi, il fabrique des pièces de l'aéronautique, un truc comme ça. Donc, je travaillais chez Dassault Systèmes comme étant consultant. Donc, j'étais dans une SS2I, Société de services en ingénierie informatique. Et donc, à un moment, donc je pense que j'avais fini mon contrat et j'étais en intercontrat. Et la société où je travaillais voulait m'envoyer en mission à Lyon. Donc, je ne voulais pas partir à Lyon. J'aime bien Lyon, mais pas pour y vivre en tout cas. Et donc, j'en avais un peu marre des SS2I parce que tu fais 6 mois de mission ici, 1 année de mission ici, 2 ans de mission ici, ça me plaisait pas trop. Donc, à cette époque-là, en 2012, j'ai décidé de quitter les SS2I et de créer ma première société. Donc, j'ai créé une petite société en micro-entreprise qui s'appelait Synertix. Et Synertix, en fait, la société, c'était pour créer en fait des sites internet, des applications web et mobiles parce que c'est mon domaine, on va dire, de compétences. Et donc, j'étais en auto-entrepreneur et à cette période-là, on va dire, j'avais rencontré donc ma femme. Donc, à l'époque, elle était ma fiancée. Et donc, je voulais partir de chez mes parents et aucun bailleur ne voulait me louer parce que je commençais à visiter les appartements. Donc, à l'époque, j'habitais encore chez mes parents, hein, à côté de nous. Et je voulais déménager, donc j'ai commencé à visiter les appartements. Et donc, je visitais les appartements, ça se passait plutôt bien. Et la fameuse question, c'est est-ce que tu es en CDI? Donc, je leur disais que je n'étais pas en CDI, etc. Et donc, voilà, ça freinait. Et donc, j'ai cherché, je crois, pendant plus de 7 mois. Aucun bailleur ne voulait me louer parce que j'étais simplement, voilà, euh, entrepreneur indépendant et je n'avais pas de fiche de paye. Et donc, je me suis dit à moi-même, je dois absolument savoir comment on fait pour acheter un appartement. Et là, voilà, ça a commencé ma quête pour l'immobilier. Et donc, j'ai découvert, donc je suis parti sur Internet pour acheter un appartement. Et voilà, je suis tombé sur un des conférenciers qui est toujours connu ici en France il y a quelques années. Et donc, voilà, j'ai vu qu'il avait écrit un livre. J'ai acheté ce livre-là. Et moi qui n'aimais pas du tout lire, donc j'ai lu son livre en une semaine. Et là, j'ai découvert que si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois avoir le CDI. Et donc, j'ai mis mon grand projet d'investissement, non, mon grand projet d'entrepreneuriat en stand-by. J'ai décidé de reprendre, de rechercher un emploi, tout simplement. Et du coup, j'ai trouvé un emploi. Et donc, de la même, dans la même période, nous étions fiancés avec mon épouse. Donc, j'ai trouvé un emploi et je pense 3 mois après, dès que j'ai validé ma période d'essai, nous avons acheté notre premier bien immobilier que nous avons mis en location. Et voilà, depuis, c'est parti. Nous avons acheté plusieurs d'autres biens jusqu'à acheter un immeuble, jusqu'à totaliser environ 14 lots immobiliers. Et donc, voilà. Donc, je ne connaissais rien de l'immobilier. Je suis, entre guillemets, tombé dans l'immobilier comme ça et j'ai commencé à me former et je continue de me former aujourd'hui et j'ai commencé à investir et j'ai commencé à aider d'autres personnes aussi. Donc, voilà. Donc, quelle que soit ta formation de base, quel que soit où tu te trouves, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'étais au chômage et j'habitais chez mes parents et cela ne m'a pas
empêcher de pouvoir apprendre de l'immobilier et de pouvoir avancer et acheter plusieurs biens, notre résidence principale, et acheter jusqu'à acheter un immeuble de 4 appartements sur un terrain de 1000 mètres carrés. Et voilà, donc c'est pour dire que, et c'est d'où m'est venu le nom « Tout le monde peut investir ». Parce que si moi j'ai pu le faire, c'est que je pense vraiment que tout le monde peut le faire. Donc, pourquoi je vous partage mon histoire? C'est juste pour vous dire que voilà, je n'ai pas un master en gestion de patrimoine et que je n'ai pas, j'ai pas hérité de mes parents, même si j'aime mes parents, je sais qu'ils sont hyper riches. Hein? Mais voilà, donc c'est pour dire que toi aussi, tu peux le faire en fait. Toi aussi, tu peux le faire. Je ne suis pas là pour vendre du rêve à quelqu'un, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste de partager mon témoignage. Et à partir de là, j'ai aidé plusieurs personnes. Depuis 2014, je fais des formations, des séminaires. Il y a énormément de personnes qui ont pu acheter plusieurs biens et je suis super content pour eux. C'est juste pour dire que voilà, c'est possible. C'est possible. Il y en a même qui sont connectés là ce soir, qui m'écoutent. Voilà, quoi, c'est cool. C'est vraiment ça fait juste plaisir en fait. Ok, donc voilà un peu mon histoire avec l'immobilier. Et donc, ce n'est pas encore fini, c'est en train d'être continué. Il y a plein d'autres projets dont je parlerai plus tard parce que je pense que voilà, ce n'est pas forcément le moment de parler des grandes choses. Ok, donc voilà. Et aussi, l'une des choses sur lesquelles je suis assez fier, c'est que c'est vrai que j'ai inspiré plusieurs personnes, mais j'ai aussi inspiré, voilà, indirectement ou directement mes parents à pouvoir investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est une de mes fiertés, en fait. Donc, voilà. Allez, c'est parti. OK, donc là, nous allons voir ensemble 6 étapes pour définir et réussir votre projet immobilier en 2021, les amis. C'est parti. Donc, si tu n'as pas encore investi ou si tu as déjà investi mais que tu veux encore recommencer à zéro, c'est parti. Donc, la première étape, donc vous devez le noter, vous devez écrire, c'est quel est ton projet immobilier? Quel est votre projet immobilier? Vous devez répondre à ces questions. Est-ce que je veux, est-ce que c'est l'achat d'une résidence principale? Auquel cas, vous devez savoir, je dois vous le dire, que lorsque tu achètes ta résidence principale, ce n'est pas un investissement, alors ce n'est pas un investissement dans l'immédiat, parce que ça ne te génère pas des revenus, mais ça te fait sortir de l'argent. Donc, ta résidence principale, ma résidence principale est un passif. Je veux vraiment que vous puissiez le comprendre. Donc, ta résidence principale, ça devient un actif le jour où tu décides de revendre avec une plus-value. Mais si tu achètes pour la première fois une résidence principale, c'est un passif. Un passif, c'est quelque chose qui te fait sortir de l'argent tous les mois. Donc, si vous voulez investir dans l'immobilier, posez-vous ces questions. Donc, la première question, quel est ton projet en fait? Est-ce que c'est une résidence principale ou est-ce que c'est un investissement locatif? Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer par un investissement, ensuite d'acheter sa résidence principale après. Pourquoi? Imaginons que tu vas voir la banque, tu as ta capacité d'emprunt, c'est-à-dire ton enveloppe est par exemple de 150 000 euros. Ça, c'est juste un exemple. Et que tu achètes ta résidence principale à 120 000 euros, par exemple, ça veut dire qu'il ne te reste que 30 000 euros pour investir. Et là, tu es coincé, plus ou moins. Alors que si tu achètes un bien, par exemple, pour mettre en location, donc, par exemple, à 120 000 euros, et que tu réussis, donc, et que tu rembourses pour ce bien-là, par exemple, 600 euros par mois, et que tu réussis avec ce bien-là à le louer, par exemple, à 800 euros ou 900 euros par mois, tu peux repartir voir la banque parce que les loyers remboursent ton crédit. En fait, tu peux repartir voir la banque et pouvoir acheter un deuxième bien parce que, entre guillemets, le prêt que tu as de 120 000 euros, en fait, ou j'ai envie de dire le prêt que tu rembourses de 600 euros par mois, les loyers que tu as de 700 ou 800 euros viennent couvrir et du coup, ça donne l'impression, entre guillemets, en fait, que tu n'as pas vraiment de crédit, que tu conserves ton enveloppe. Et donc ça, vous devez le savoir. Si tu veux acheter pour la première fois, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment
investir d'abord et acheter sa résidence principale après. Après, je sais que pour certaines personnes, la résidence principale c'est hyper important pour eux et qu'ils ont vraiment besoin d'être chez eux. Voilà, c'est une famille, ils ont déjà 2, 3 enfants, c'est vraiment primordial pour eux. Il n'y a pas de souci. Moi, je donne juste un conseil au cas où tu voudrais vraiment construire un grand patrimoine. Il faut commencer d'abord par investir et que tes biens s'autofinancent et qui te génèrent des revenus pour pouvoir aller loin. OK, donc tu dois te poser la question, est-ce que tu achètes les deux en même temps? J'ai aussi accompagné des gens à faire des achats en simultané. C'est pas toujours simple, mais est-ce que tu veux faire les deux en même temps ou est-ce que tu veux investir dans un local commercial? Est-ce que tu veux investir dans les parkings, des box, des garages, etc. C'est à toi de répondre à ces questions. Deuxième étape, c'est de se poser la question, quel est ton budget? C'est-à-dire, par rapport à ce que tu gagnes, tu peux aller voir ta banque ou même voir un courtier, dire, OK, je gagne 3 000 euros, je veux investir dans l'immobilier, ou tu lui dis, je veux acheter ma résidence principale, parce que lorsque tu leur dis que je veux investir dans l'immobilier et que tu n'es pas propriétaire, en fait, ils ne comprennent pas ça comme ça. Pour eux, c'est vraiment, genre, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, le plus important là, c'est de savoir combien la banque peut te prêter. Donc, tu dois aller voir ta banque ou même une autre banque ou même un courtier. Tu lui poses la question, voici mes revenus. Donc, il va te demander tes fiches de paye, tes relevés bancaires et ta fiche d'imposition. Donc, tu dois, deuxième étape, connaître ton budget, ton enveloppe. La troisième étape, c'est de déterminer quelle est la zone géographique sur laquelle tu veux investir. Est-ce que tu veux investir en province? Est-ce que tu veux investir en région parisienne, à Marseille, la ville en tout cas où tu veux investir. Tu dois définir quelle est la ville ou le pays d'ailleurs ou le quartier. Tu dois vraiment définir où tu veux investir. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je conseille vraiment aux gens de commencer à investir dans une ville qu'on maîtrise, pas trop loin, j'ai envie de dire, parce que dans les débuts, tu vas pouvoir te déplacer s'il le faut, etc. Après, si par la suite tu veux aller beaucoup plus loin, c'est toi qui vois. OK? Donc là, on était à la troisième étape pour définir et réussir son projet immobilier. La quatrième étape, les amis, c'est quel type de produit immobilier? C'est-à-dire quel type de produit immobilier, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Est-ce que tu veux acheter un studio? Est-ce que tu veux acheter un F2, un F3, un F4? Est-ce que tu veux acheter une maison, un immeuble de rapport? Qu'est-ce que tu veux acheter? Et évidemment que ça dépend, c'est en rapport avec ton enveloppe. Par exemple, si tu as 400 000 euros, c'est sûr que tu peux avoir des grandes surfaces, etc., etc. Donc, tout dépend de ton enveloppe et tu dois pouvoir définir ça. OK. La cinquième étape, c'est quel est le type d'exploitation que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu souhaites exploiter ce bien-là? Est-ce que tu veux faire la location courte durée, la location meublée, la location classique? Qu'est-ce que tu veux faire? La colocation, la location moyenne durée? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu dois pouvoir définir ça. Donc, il faut savoir qu'en fonction de type d'exploitation, tu peux générer plus de revenus ou moins de revenus. Donc, tout dépend de ton objectif. Quel est ton objectif avec l'immobilier? Est-ce que tu veux, est-ce que je veux faire de l'immobilier? Voilà, ça, j'en ai pas parlé. J'en parlais là. Lorsque tu te lances dans l'immobilier, tu dois te poser la question, pourquoi je veux faire de l'immobilier? Est-ce que je veux préparer ma retraite? Est-ce que je veux générer des revenus avec de l'immobilier aujourd'hui ou est-ce que je veux commencer à construire mon patrimoine? Donc, tu dois définir ton objectif. Si ton objectif n'est pas clair, c'est très, très compliqué. Lorsque ton objectif est clair, moi, personnellement, je fais de l'immobilier pour générer des revenus avec l'immobilier et par la suite, pour pouvoir laisser un héritage à mes enfants. Là, c'est très clair dans ma tête et je sais pourquoi je le fais. Donc, toi aussi,
Pour certaines personnes, voilà, ils gagnent bien leur vie, ils sont, par exemple, je ne sais pas moi, médecin, il gagne bien sa vie, il est, je ne sais pas moi, député, 5 000 euros, 5 000 balles par mois. Donc, lui, l'immobilier, c'est juste pour préparer sa retraite. Donc, même si chaque mois, il rajoute 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, lui, ça ne lui pose pas un problème. Mais moi, ça me pose un problème, en fait, parce que je ne veux pas financer mes investissements. Je veux que mes locataires financent mes investissements. Et ça, c'est très, très, très important à définir dès la base. C'est ce qui fait que si tu n'as pas défini ça, et vous ne m'entendez pas? Alors, on n'entend pas. Si, moi j'entends. Si on J'entends. entend, on entend. Ok, Franck, Franck, est-ce que tu peux te déconnecter, te reconnecter parce que les autres entendent? Merci beaucoup, les amis. Donc, je disais que vous devez être clair sur votre objectif. C'est-à-dire, mon objectif avec l'immobilier, c'est de faire du cash flow et construire un énorme patrimoine pour pouvoir laisser à mes enfants. Si ton objectif n'est pas clair, ce qui fait que cela emmène des gens à acheter, par exemple, dans les programmes de défiscalisation où on te dit, c'est pas grave, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle un effort d'épargne, c'est-à-dire tous les mois, tu vas rajouter tant et tu vas économiser des impôts, etc., etc. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en faisant ça, cela t'appauvrit, en fait, parce que ça va réduire c'est-à-dire ta capacité financière. Donc, je suis pas là je ne condamne personne. Je dis juste que si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'immobilier, il ne faut pas rentrer dans ce type de programme parce que ce n'est pas à ton avantage, en fait. Et une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que je suis désolé de dire ça, hein, je ne fais pas de la politique, mais tout ce que l'État fait, c'est pour son avantage, c'est pour son intérêt. Donc, tout ce que la loi Pinel, tous ces trucs-là, ça a été mis en place parce que lorsque l'ancien président François Hollande faisait sa campagne, il avait promis aux Français de construire, je ne sais pas, 500 000 logements, je ne sais pas combien. Donc, il a mis en place un programme pour faire construire ces logements par les Français eux-mêmes. Donc, il l'a appelé programme de défiscalisation, etc., etc., pour qu'à la fin de son mandat, qu'il puisse dire pendant mon mandat ou pendant mon quinquennat, on a construit tant de logements. Mais en fait, c'est pas on a construit, c'est les Français qui ont construit. Donc, vous devez comprendre que tout ce que l'État fait, en tout cas en grande partie, qui semble avoir des bonus, ce n'est pas à notre avantage. Après, c'est à vous de voir et de décider. Je donne que mon opinion ici et cela n'engage que moi, les amis. Mais il faut comprendre que tout ce que l'État fait, c'est pour son avantage. OK, donc on a dit la cinquième étape, c'est vraiment à définir quel est le type d'investissement, non, pardon, d'exploitation que vous voulez. OK, est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, merci. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est clair. OK, Oui. très bien les amis, Oui, on c'est va clair. avancer. Donc ça, c'est vraiment lorsqu'on veut même commencer ou même si on a déjà investi, c'est de s'asseoir, se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Ce projet-là, qu'est-ce que je veux faire avec? Je peux même aller loin. C'est combien je veux générer avec ce projet, en fait. Et lorsqu'on voit clairement ce qu'on veut faire et on s'ajuste par la suite. Donc là, on a vu les 6 étapes. Non, les 5, c'est pas encore fini en plus. Donc, la 6e étape, c'est de oui, ben, j'en ai abordé juste avant, du coup. La 6e étape, c'est si votre projet est un investissement immobilier, quel est votre objectif? Donc, j'en ai parlé là. Est-ce que c'est pour assurer votre retraite, c'est-à-dire euh, attendre que pendant la retraite, donc c'est-à-dire investir aujourd'hui, rajouter 100 euros, ça ne pose pas de problème, et attendre la fin du crédit pour commencer à en vivre. Donc ça, c'est un peu objectif retraite. Bon, que moi, je laisse ça pour ceux qui gagnent bien leur vie déjà aujourd'hui. Donc,
voilà, il peut compléter ses investissements, il n'y a pas de souci. Mais l'autre objectif, c'est est-ce que tu veux générer du cash flow, en fait? Est-ce que tu veux générer des revenus avec? Donc, ça, c'est un très bon objectif. Ensuite, autre objectif, c'est est-ce que, voilà, pour devenir entier et pour pouvoir vivre de l'immobilier. Donc, en gros, la 6e étape, c'est de définir pourquoi vous faites de l'immobilier et quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec de l'immobilier. Donc là, nous avons vu les 6 étapes pour pouvoir définir son projet immobilier. Là, je vous ai rajouté une question ou un point, c'est que supplémentaire, c'est est-ce que vous voulez acheter en nom propre ou acheter en société? Ça aussi, c'est très important de comprendre. Est-ce que je vais acheter en nom propre ou est-ce que je vais acheter en société? Donc, voici mon point de vue. C'est que pour commencer, ça dépend, mais pour commencer, il est plus facile d'acheter en nom propre. Pourquoi? Parce que, en fait, les banques peuvent, on va dire, se baser sur vous pour pouvoir, si vous ne payez pas, les banques soit peuvent mettre l'hypothèque sur le bien ou peut vous poursuivre, vous, en fait. Donc, tout dépend. Si tu achètes, par exemple, si vous achetez à deux et qu'il y a voilà, si vous achetez à deux, par exemple, et qu'il y a l'individuant, donc voilà, vous devez passer par la société. Alors, j'explique rapidement. Par exemple, tu vas acheter avec ton frère, ta soeur, ta cousine, ton cousin, ton ami. Pour se protéger, vous devez acheter via une société, comme ça, chacun aura ses parts. Le jour que vous aurez besoin de revendre, une personne peut revendre les parts de l'autre. Mais si jamais vous achetez comme ça, vous êtes tous les deux propriétaires sans avoir une société, le jour que vous ne serez plus d'accord, vous devez absolument revendre le bien pour que chacun puisse récupérer son argent. Alors qu'avec la société, lorsque vous n'êtes plus d'accord, l'autre peut récupérer ou revendre d'ailleurs ses parts dans la société. Donc, vous devez répondre à cette question, est-ce que j'achète en société ou pas? Moi, ce que je conseille, après, ça reste que mon avis, on commence en nom propre et lorsque on commence à être un peu plus serré, on passe en société. Quand je dis serré, c'est-à-dire notre taux d'endettement commence à être limite. Et pour acheter en société, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel et tout ça, c'est toujours beaucoup mieux, quoi. Donc, en société, ça peut être en SCI, donc Société Civile Immobilière, ou ça peut être en SAS, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, juste pour comprendre que si vous faites de la location courte durée, la SCI n'est pas vraiment adaptée parce que, en fait, selon la loi, quand tu es en SCI et que tu fais la location courte durée, il faut que les revenus soient maximum, donc les revenus provenant de la location courte durée doit être maximum de 5% de chiffre d'affaires de la société. Donc, c'est très, très, très contraignant parce que la location, on va dire, courte durée, c'est du commercial, ce n'est pas du civil, en fait. Donc voilà, bon, je pense que vous avez compris, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà. OK, donc via société, c'est quoi? Via société, donc la question de Francis, via société, c'est soit en SCI, soit en SAS, soit en SARL. Donc, créer une société pour acquérir à partir de la société, pas en nom propre. OK. Donc là, c'est bon, on va voir. Je vais partager avec vous rapidement les 3 stratégies pour générer des revenus avec l'immobilier sans attendre 25 ans. C'est parti. Donc là, dans cette partie, nous allons parler de 3 stratégies. Il y en a 4, mais je vais vous parler que de 3 et je vais vous donner la 4e stratégie à la fin. Donc la première stratégie, c'est la location courte durée. La deuxième stratégie, c'est la colocation. La
troisième stratégie, c'est l'achat d'immeubles ou d'immeubles de rapport. Et la quatrième stratégie, c'est l'achat-revente. Donc, tu achètes un bien avec plein de travaux, tu fais des travaux, tu augmentes la valeur du bien et tu revends. Pourquoi je ne l'ai pas mis ici expressement? Parce que pour moi, l'achat-revente, il faut vraiment déjà avoir l'expérience dans l'immobilier et il faut être sûr que tu pourras revendre avec vraiment un prix élevé et pouvoir te faire une plus-value. Et aussi, je ne l'ai pas mis, pourquoi? Parce que moi, je suis beaucoup plus dans la dynamique de conservation des biens immobiliers que de revendre. Voilà. OK. Je n'ai pas compris l'explication sur pourquoi prendre une SCI à la place d'une SAS pour le locatif. Alors, il y a une question, je vais reprendre, de Kevin. Pourquoi prendre... Alors, je n'ai pas compris l'explication sur pourquoi prendre la SCI à la place de la SAS. Alors, je n'ai pas dit de prendre la SCI à la place de la SAS, mais je vais expliquer ce que j'ai dit. J'ai dit que si, par exemple, tu veux acheter à deux, vous voulez acheter à deux, c'est mieux d'acheter en société, donc notamment SCI, Société Civile Immobilière. Mais il faut savoir que lorsque ton objectif est de faire de la location courte durée, la SCI n'est pas vraiment adaptée parce que selon la réglementation, une SCI, c'est une société civile immobilière et une location courte durée, c'est une activité commerciale. Et donc, l'exception que la loi fait, c'est que lorsque tu es en SCI, Société civile immobilière, tu peux avoir des activités de location courte durée, mais ça ne doit pas dépasser 5% du chiffre d'affaires de la société. Donc, si tu veux faire de la location courte durée, tu dois faire avec la société commerciale. Donc, le type de la société commerciale, c'est le SAS, la SAS, la société, ou la SARL. Donc, c'est ce que j'ai dit en fait. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. D'accord, merci. De rien. OK. Donc, rapidement, nous allons parler de la location courte durée. Alors, je pense qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais ce n'est pas grave. On va voir un peu les avantages, les inconvénients pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, voilà, la location courte durée, c'est simplement acheter un bien et qu'on va louer en UT, c'est-à-dire je meuble, etc. Je vais louer par jour, par nuit, voilà. Donc voilà, il y a plein de sites qui permettent de faire ça aujourd'hui. C'est Abritel, Airbnb, donc qui est super connu. Il y a Booking aussi. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est d'acheter un bien qui est dans une zone, on va dire, bien desservie, le métro, les transports, etc., où il y a pas mal d'activités, notamment pas loin des aéroports, pas loin, par exemple, du Stade de France. Donc voilà, j'ai des étudiants qui ont investi à côté du Stade de France et ils ont loué des nuits à 130 €. Donc voilà, c'est juste la folie. Donc, selon les périodes, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment acheter un bien dans une zone qui, alors à la base, on disait touristique, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément touristique, où juste il y a de l'activité et mettre en location et louer par nuitée. Donc voilà, quelques conseils. Donc les zones qui sont assez attractives, par exemple, si vous êtes en région parisienne, tout ce qui est autour de Walt Disney, donc dans cette zone-là, tout ce qui est autour, par exemple, de Orly. Donc moi, je suis à combien, 12 minutes d'Orly. Donc il y a des gens qui sont de transit et qui logent dans mon Airbnb. Donc autour, par exemple, des aéroports comme Beauvais, autour, par exemple, de Roissy.
autour de Paris aussi, etc. Donc, voilà, vous devez trouver des villes, ou même dans les autres villes, hein, Toulouse, Marseille, voilà, dans les autres villes aussi. Nous, on est partis en vacances l'année dernière. On a fait du Airbnb dans toutes les villes, quoi. Donc, voilà, parce que voilà, les gens sont ils préfèrent beaucoup plus être dans du Airbnb que dans les hôtels, quoi. Donc, voilà, dans les villes attractives. Et aussi, vous devez vous assurer de votre disponibilité si vous n'avez pas encore automatisé. C'est hyper important parce que voilà, vous êtes noté par la suite. Il peut y avoir des bons commentaires, des mauvais commentaires. Et ça peut influencer aussi. OK, donc on avance. Les avantages et les inconvénients. Avantage, c'est que il y a beaucoup d'argent qui rentre. Hein. Tu n'attends pas à la fin du crédit pour générer des revenus, quoi. Les revenus rentrent aujourd'hui. Et voilà, autre avantage, la fiscalité. Par exemple, lorsque tu fais de la location courte durée, tu dois choisir, par exemple, d'être en réel, c'est-à-dire que tu puisses déclarer tes charges, tes dépenses, ce qui fait que si tu as fait des travaux, si tu as meublé ton appartement, et tout ce que tu as, on va dire, tout ce que tu dépenses pour faire, entre guillemets, vivre ton Airbnb ou ta location courte durée, tu le déclares. Et tu peux déclarer plein de choses. Je ne vous ai pas mis la liste ici, mais tu peux déclarer jusqu'à ton carburant qui t'a permis de te déplacer, aller vers ton appartement, quoi. Donc, voilà, tu peux déclarer plein de choses. Mais voilà, il ne faut pas non plus abuser, il faut respecter la liste qui est donnée. Donc, en déclarant plein de choses, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que tu auras, entre guillemets, les abattements et les abattements. Comment dire ça? En gros, tu paieras pas peu ou pas d'impôts pendant plusieurs années. Donc, voilà, pour faire simple. OK. Donc, il y a un fort rendement. Parfois, voilà, moi, je connais beaucoup. Je ne vais pas donner mes chiffres ici. Je n'ai pas envie aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui ont des charges, le bien et tout ça, tout compris, 900 €. Mais par mois, ils génèrent 1800, parfois 2100 € le mois, quoi. Donc, ça te fait quasiment un salaire le mois, quoi. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà, ça sera rapidement la fiscalité, mais on ne va pas développer ce soir, on n'aura pas trop de temps. On va accélérer. Donc, les inconvénients, c'est que vous devez être disponible si vous n'avez personne pour faire ça pour vous ou si vous n'avez pas encore automatisé, donc mis les boîtiers, tout ça, vous devez être disponible pour ça. Et l'inconvénient aussi, faut rénover, on va dire, régulièrement parce que l'appartement doit être au top. Alors, pour moi, c'est pas un inconvénient parce que, en fait, en travaillant tout le temps, en fait, en veillant sur son bien, en fait, on est en train d'augmenter la valeur du bien. Contrairement à un locataire qui reste là 3-4 ans, des fois, il ne prend pas soin et tout ça. Alors, pas tous les locataires, bien évidemment. Et quand tu reprends ton bien, il faut refaire des travaux et tout ça. Alors que lorsque c'est en Airbnb, tu t'assures que ça soit vraiment bien loué, quoi. Après, c'est un inconvénient. Pas vraiment, parce que tu peux décider aussi de donner, que ça soit géré par une agence. Donc, voilà, ça peut aussi être fait comme ça. OK. Donc, voilà la première stratégie. Donc, rapidement, je ne sais pas ceux qui ont suivi la série de vidéos. Donc, dans la série, j'ai parlé du témoignage. Donc, ça, c'est le témoignage d'une personne, d'un membre de ma formation, donc qui s'appelle Bernadette, qui avait 45 ans, parce qu'elle n'a plus 45 ans, hein. L'âge ne va pas être figé, et qui est mère de 3 enfants et qui est aide-soignante, qui gagnait 1500 €. Donc, qui avait vraiment envie d'investir dans l'immobilier, donc qui a fait l'allocation courte durée
et qui a investi à côté de la Défense, dans une ville, je pense qu'on appelle quoi, Sedan, je ne maîtrise toujours pas le nom. En tout cas, à quelques stations de la Défense, et sa cible à elle, c'était comme je lui avais bien expliqué que si tu veux investir, il faut que ton objectif soit clair. Et sa cible à elle, c'était toutes les personnes qui viennent en voyage d'affaires ou des conférences à la Défense. Donc, elle a trouvé un bien à côté de la Défense. Il y a 2 ou 3 stations du métro, je ne sais pas exactement combien pour ne pas dire des bêtises. Et là, ça marche vraiment bien pour elle. Elle génère 1 500 €, donc l'équivalent de son salaire avec ce seul bien-là. Et ce bien le coûte à peu près, je ne sais plus moi, 450 € de crédit dessus. Et donc, ça, c'est un peu son bien avant. Donc, c'est un studio de 27 mètres carrés avant. Et donc, elle a pu faire des travaux et la banque a tout financé à 110%. Et là, c'est son bien juste après qu'elle ait fait les travaux et qu'elle a meublé et qu'elle a mis sur Airbnb. Donc, au départ, les premières semaines, elle a commencé à louer à 50 €, donc pour tester un peu, pour avoir plus de commentaires, pour avoir plus de visites. Et progressivement, elle a augmenté le prix de son bien, en fait. Donc, moi, je pense que tout le monde peut le faire. Elle ne gagnait pas grand-chose à l'époque et le bien coûtait moins de 100 000 €. C'était 95 000 € à peu près. Et donc, elle a négocié, mais tout, avec les travaux, l'ameublement, ça fait à peu près 115 000 €, je crois. Et la banque a tout financé. À 45 ans, les amis. Et elle était locataire et payait à peu près 900 € ou je ne sais pas moi, 800 et quelques euros de son loyer avec 3 enfants à charge. Et donc, elle a pu faire quelque chose. Donc, ça, c'est la location courte durée. Donc, voilà, ça, je vous montre un peu son bien. Et ça, c'est un de mes biens qui est en location courte durée, donc qui est à Créteil, qui se passe plutôt bien. Donc, voilà, et ça, c'est le bien d'un de mes élèves qui est à côté de Genève, donc à Chamonix. J'arrive jamais à prononcer ça. Chamonix, en tout cas à quelques kilomètres en tout cas de Genève et qui a fait la location courte durée et qui marche plutôt bien aussi. Donc, il avait commencé, donc c'est un couple, c'est un jeune couple, ils avaient commencé à 60 € et après, je pense qu'ils ont dû augmenter tout ça. OK, donc voilà, ça, c'est des témoignages. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a vraiment plusieurs. Je n'ai pas le temps de tout mettre ici, mais c'est juste pour vous inspirer, en fait. Donc, le dernier, là, c'est un couple. C'est Pitou et donc Valestin et Lady Grace. Donc, voilà, c'est des jeunes aussi. Ils sont pas vieux, quoi. Et je ne pense pas qu'ils gagnent des millions, quoi. Donc, voilà. Il y a énormément de témoignages, Donc, la deuxième stratégie, c'est la colocation, c'est-à-dire acheter un bien et le meubler et louer des chambres, du coup. Donc, chambre de Catherine, chambre de Paul, chambre de Luc, Lucas, etc. Donc, je vais accélérer un peu. Donc, là, il faut cibler. Alors, j'ai mis des villes universitaires, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que dans les grandes villes, les loyers ont beaucoup augmenté. Donc, j'ai envie de dire, il y a même des jeunes qui sont en colocation. Donc, voilà, ce n'est pas que les villes universitaires, en fait. OK? Donc, vous devez optimiser l'agencement. Vraiment, vous devez optimiser. Donc, les avantages et les inconvénients. Donc, on va les voir rapidement. Les avantages, c'est de l'argent. Ça fait rentrer des loyers avant 25 ans. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la fin du crédit parce que, imaginons que tu as 3 chambres ou 4 chambres qui sont louées à 400 €, par exemple, si c'est 3 chambres, et que toi, tu rembourses, par exemple, 450 €, ça te génère des revenus. Pardon, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. Donc, voilà. Les inconvénients, quelques inconvénients, c'est la gestion interpersonnelle entre les colocataires. Alors, parfois, ça peut bien se passer, parfois, ça peut être compliqué à gérer.
et aussi la gestion des changements de locataires, parce que voilà, il y en a qui peuvent partir et il faut à chaque fois trouver des locataires. Mais bon, c'est les choses qui vont avec. Hein. Si tu es investisseur, bah, faut savoir que voilà, il y a un peu de boulot derrière, quoi. Il y a un peu de boulot derrière. OK. Donc, yes. Troisième stratégie, c'est l'achat d'immeubles, les amis. Ça peut être immeuble ou immeuble de rapport. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un immeuble de rapport, lorsque vous entendez qu'une personne dire j'ai acheté un immeuble de rapport, c'est-à-dire que j'ai acheté une partie de l'immeuble. L'immeuble peut avoir 10 appartements et moi, j'en ai acheté 3. On dit que j'ai acheté un immeuble de rapport, c'est-à-dire j'ai acheté une partie de l'immeuble. Et il y a aussi ceux qui ont acheté tout l'immeuble, c'est-à-dire il y a une petite maison avec 2 niveaux ou 3 niveaux, qui a 4, 6 appartements, tu achètes le tout. Et donc là, on dit que tu as acheté un immeuble. Donc en général, c'est en province, parce qu'en région parisienne, pour ceux qui sont en région parisienne, ça monte très, très vite, ou même dans des grandes villes, ça monte très, 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 très vite. Donc voilà, juste un exemple rapidement. Un de nos immeubles en province de 4 appartements qui sont donc loués avec ces prix. Donc il y a 2 niveaux, donc un rez-de-chaussée et le haut à peu près, je ne me rappelle plus des surfaces. Je sais pas, 70 mètres carrés, un truc comme ça. Bon, c'est pas les prix de de la région parisienne en tout cas. Donc voilà, vous pouvez acheter un immeuble et pouvoir mettre les biens. Donc l'immeuble est sur un terrain constructible d'environ 1000 mètres carrés. Donc vous aussi, vous pouvez voilà, décider de partir en province et de trouver des biens comme ça que vous allez rénover pour pouvoir mettre en location aussi. OK, donc ça, c'est la troisième stratégie, c'est l'achat d'immeubles ou d'immeubles de rapport. Donc en général, voilà, faut chercher un peu plus. OK, donc rapidement, avant de terminer et de prendre vos questions, on va visualiser une vidéo rapide et puis je prends vos questions, les amis. Donc voilà, je vais lancer la vidéo. Dites-moi si vous avez le son. Bonjour, je m'appelle Patrick Tomeba, je vis à Clermont-Ferrand et je suis ingénieur de... Vous avez le son? Yes, OK, Oui. OK, très bien. Oui. Super, OK, bon, je vous laisse écouter. Tac, tac. Formation. Bonjour, je m'appelle Patrick Tomeba, je vis à Clermont-Ferrand et je suis ingénieur de formation. Je tiens à remercier Elie Prince déjà parce qu'il m'a permis d'acquérir un bien l'année passée dans le début du confinement. Et comme quoi, tout le monde peut investir en partant de zéro. Ce bien-là, on l'a acquis à 110%. Je tiens à préciser que c'était une période durant laquelle les banques, c'était un peu compliqué. Il n'y avait plus de contact physique avec le début du confinement. Malgré cela, j'ai pu avancer dans ce projet-là parce que Elie Prince, il a su me donner des astuces pour pouvoir convaincre ma banque. Et à ce jour, nous sommes vraiment émerveillés, nous sommes contents parce que notre bien s'autofinance et puis nous génère plus de 500 € de cash flow par mois. Voilà, comme quoi tout le monde peut investir et je vous recommande de vous rapprocher d'Elie Prince pour pouvoir monter en compétence dans le domaine de l'immobilier parce qu'il y a beaucoup à prendre et il y a aussi beaucoup à gagner, quoi. Comme quoi l'immobilier, c'est vraiment une source d'enrichissement. Merci beaucoup Elie Prince pour ta présence. Merci Elie Prince pour tes conseils et on est ensemble. Merci. Donc voilà, c'est juste, je ne sais pas si c'est des photos, oui, c'est des photos rapidement de sa colocation. Donc lui, il a fait la colocation à Clermont. Alors j'ai une vidéo, mais qui n'est pas de très bonne qualité. Hein, l'appartement avant, je ne sais pas si vous pourriez voir là, l'appartement avant. Et ça, c'est l'appartement après. Ah, c'est pas de bonne qualité. C'est pas de bonne qualité. Bon, ben je vais l'arrêter parce que c'est pas de bonne qualité.
le bien à l'acquisition. OK. Je coupe la vidéo parce que ce n'est pas de très bonne qualité. Donc, juste rapidement, donc voilà, il a investi avec sa femme pendant le confinement et c'était voilà, une période assez tendue. Il fallait vraiment avoir un certain nombre d'astuces pour pouvoir passer avec sa banque. Ce n'était pas du tout simple, mais voilà, il a bataillé. Bon, c'est lui qui a fait. Hein. Et l'IPRAS, oui, j'ai été là, j'ai accompagné, mais bon, c'est toujours la personne qui a réalisé le projet. Nous, on est juste là pour conseiller. Donc, voilà, voilà, chaque année, en fait, j'accompagne plusieurs personnes. Je pense que, voilà, et donc, il fait partie des que nous avons accompagnés en 2020 pendant cette période-là. Donc, voilà, juste rapidement, avant de clôturer, je vais vous donner, donc, avant de prendre vos questions, pardon, pour clôturer, quelques de mes innovations qui se font aujourd'hui, qui se répandent un peu partout. Donc, les nouvelles manières d'investir, on parle très souvent de la location moyenne durée, donc qui commence à prendre un peu de l'ampleur, c'est-à-dire tu loues 3, 4 mois, 6 mois, etc. Quoi. Donc, tu peux louer comme ça des semaines, pas seulement. Et aussi, tu peux aussi faire de la sous-location. Donc, tu crées ta société si tu n'es pas en CDI ou que tu ne peux pas prendre des crédits. Tu peux créer ta société et louer des biens des personnes et toi, derrière, mettre ces biens-là en location. Donc, ça commence à se développer pas mal, mais il y a des contrats spécifiques. Il faut savoir qu'en France, tu n'as pas le droit de sous-louer un bien. C'est-à-dire, si toi, tu loues à ton propriétaire, tu payes 1 000 euros, tu ne peux pas faire louer ce même bien plus que 1 000 euros. Donc, par contre, il y a des procédés avec des sociétés qui permettent de faire ça. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Je voulais juste vous donner les infos et donc, voilà. Donc, avant de prendre vos questions, je vais juste vous parler rapidement de ma formation TMPI Academy. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. OK, très bien. Oui. Rapidement, pour clôturer et prendre vos questions. Donc, TMPI Academy, c'est ma formation sur l'investissement immobilier et qui est complètement en ligne sur 6 mois où voilà, je donne vraiment des clés pratiques pour pouvoir investir dans l'immobilier au niveau supérieur. Et donc, j'ai ouvert des portes vendredi dernier. Et donc, c'est la 4e édition et donc, il y a plusieurs modules. Donc, là, vous voyez le programme. Donc, on va faire vraiment l'introduction sur l'immobilier et on va aller pas à pas, beaucoup plus en détail jusqu'aux impôts. Et cette année, j'ai rajouté des nouvelles, on va dire une nouveauté, c'est-à-dire plus de, je crois, 6 autres modules. Donc, où je parle de réussir sa colocation, faire 2 achats en simultané, etc., etc. Il y a plusieurs d'autres modules où je donne vraiment des clés, notamment comment prendre des assurances, la productivité et l'efficacité. Donc, l'immobilier autrement, c'est-à-dire investir dans les SCPI ou même dans l'immobilier de luxe. Et voilà. Et donc là, si vous voulez voir, mais il y a voilà, énormément de témoignages des anciens étudiants, chacun avec sa spécialité. Et donc, voici, voilà, si vous voulez vous inscrire, il y a plusieurs types d'offres en tout cas. Il y a l'offre vraiment pour commencer, il y a l'offre pour commencer un peu plus complète et il y a l'offre intégrale avec l'accompagnement. Donc, l'accompagnement qui coûte beaucoup plus cher que ça. L'accompagnement à lui seul coûte à peu près 1 700 euros depuis 2021. Et donc, et puis il y a plein de bonus et il y a 30 jours de garantie. Donc, si vous vous inscrivez et que vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours, on vous rembourse sans problème. Donc, voilà. Et voilà, il y a les enregistrements de tous mes séminaires depuis 2017. Donc, les 4 éditions.
intégrale. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je prends vos questions. Donc, voilà, inscrivez-vous si cela vous intéresse et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'immobilier, inscrivez-vous. La formation est complètement en ligne. Vous vous formez à votre rythme sans contrainte. Et donc, voilà, je suis disponible pour prendre toutes vos questions, les amis. Merci en tout cas d'avoir été là jusqu'à la fin. Je prends vos questions maintenant. Bon, là, je peux mettre ma caméra maintenant, comme ça, c'est cool. Je prends vos questions. Alors, quelqu'un, oui, je vois une question là directement de. Alors, je vais essayer de remonter. JB qui dit, étant contractuel de la fonction publique, est-ce que cela est possible d'avoir le crédit auprès de la banque? Normalement, oui, parce que les banques, en fait, connaissent cette situation-là. Ils savent que la fonction publique a beaucoup des contractuels. Et tout dépend surtout de ton ancienneté, en fait. Ça fait combien de temps que tu as ce contrat-là, en fait. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas te bloquer. Il faut aller voir les banques, aller voir les courtiers et poser les questions et chercher comment ça peut être fait, quoi. Mais oui, les banques, ils savent qu'il y a ces types de contrats-là et que alors, il faut savoir d'une manière générale, c'est que lorsque tu travailles pour les institutions comme l'État, tout ça, les banques sont beaucoup plus, on va dire, motivées parce qu'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle la sécurité, entre guillemets, de l'emploi. Mais voilà, ça dépend si tu es déjà... ça fait combien de temps que tu travailles comme étant contractuel? Donc ça aussi, ça dépendra. Mais oui, c'est possible. OK, d'autres questions? Qu'est-ce que peut faire? Alors, il y a une question ici. Qu'est-ce qui peut faire que la banque refuse un prêt à part ne pas avoir le CDI? Alors, ce qui peut faire que la banque refuse un prêt, même si tu as le CDI, c'est ta manière de gérer ton compte au quotidien. S'il se rend compte que tu es tout le temps à découvert et que tu as, comment on appelle ça? Les frais, là, comment on appelle ça? Oulala, les frais d'intervention là, des banques. Les agios. Pardon? Les agios. Voilà, les AGO. Si tu as tout ça, même si tu es en CDI, la banque peut considérer que tu es une personne à risque. Et aussi, parfois, c'est des détails. Bon, ça, c'est plus pour les dames. Hein. Je n'ai rien contre vous. Mais si, par exemple, sur tes relevés de compte, ils voient que tu fais tout le temps du shopping, quoi. Tout le temps, tu es... alors, quelle marque je vais donner le nom là? Tout le temps, tu es dans des shopping. Tous les mois, tu as 5-10 lignes du shopping. Il peut se poser des questions en disant cette personne-là, en gros, dépense un peu d'une manière impulsive. Ils peuvent avoir peur, en fait. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait, si par exemple, tout le temps, donc ça peut être homme ou femme, hein, tout le temps, tu manges dehors, McDo, KFC, les restos, tout le temps, ils vont se dire que voilà, cette personne n'est pas super stable, quoi. Donc, il y a ces éléments. Après, ce n'est pas toujours vrai, hein, mais ce sont ces différents types d'éléments, en fait, qui font qu'une banque peut te refuser un prêt, en fait, malgré que tu es en CDI, en fait. Malgré que tu es en CDI. Donc, il y a pas mal d'éléments. Donc, alors, si jamais tu as été à découvert les 3 derniers mois, si tu veux réaliser un projet immobilier, stratégiquement, faut faire de telle sorte que dans tes relevés de compte, qu'il n'y ait pas, en fait, qu'on ne voie pas tout ce que tu as eu avant. Donc, tu attends un peu. Moi, j'ai accompagné une personne en 2019. Voilà, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué au niveau gestion de son compte et tout ça. Elle avait des crédits à la conso un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en stand-by l'accompagnement. On lui a dit de
de mettre un peu à plat son compte. Donc, pendant 6 mois, elle travaillait plus. Donc, elle a eu beaucoup de d'heures supplémentaires, voilà. Et donc, elle a couvert ses découvertes et elle a remboursé son crédit à la conso. Et donc, elle était prête. Et quand elle était prête, elle a fait 2 achats en simultané. Elle a mis les 2 en colocation. Donc, si, par exemple, tu es dans cette situation-là, ce n'est pas grave. C'est juste, voilà, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, passe par là. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas aller te présenter à la banque comme ça. Il faut attendre un peu, tu mets un peu d'ordre. Et puis, voilà, ce n'est pas la fin du monde. Il peut arriver que tu sois à découvert. Il peut arriver que les mois ne se sont pas bien passés. Donc, tu patientes un peu, tu prépares bien ton compte. Et dès que tu seras prêt ou prête, tu passes quoi? Tu passes à l'action. Donc, bonsoir. Il y a plein de questions là. Bonsoir. La formule intégrale, donc, c'est avec un accompagnement de... Oui, la formule intégrale, c'est la formule où tu fais la formation et je t'accompagne. Alors, c'est la première fois que je fais ça, mais en général, l'accompagnement est à part. Donc, la majorité des témoignages que vous voyez, c'est des personnes que j'ai accompagnées de A à Z sur leur projet. Avec TMP, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, qui n'ont pas forcément donné leur témoignage et ils sont nombreux partout. Mais la majorité des témoignages que je partage, c'est des personnes vraiment que j'ai accompagnées, vraiment de A à Z. Oui, Maëlys, pour répondre à ta question, la formule intégrale, c'est la formule avec l'accompagnement, avec moi, du début à la fin de ton projet. Donc, voilà. Il y a une question également de Francis qui demande est-ce qu'il y a la possibilité de faire plusieurs stratégies en même temps? Oui, bien sûr qu'il y a la possibilité. Merci pour cette question. Bien sûr qu'il y a la possibilité. Par exemple, imaginons, tu achètes un immeuble de rapport, tu as 4 appartements et tu décides de faire 2 Airbnb et 2 colocations. Tu l'as fait en fait. Donc là, tu as mixé les stratégies. Tu viens de mixer les stratégies. Donc, oui, il y a possibilité de mixer les stratégies. Par contre, tu ne peux pas mixer, par exemple, la colocation avec la location courte durée parce que ça va gêner, ça va être un sujet de frustration pour tes colocataires, en fait. Imagine-toi qu'il y a plusieurs chambres et tu loues une chambre et ça ne passera pas, quoi. Donc, voilà, il faut faire attention. Mais oui, on peut mixer. On peut mixer. Au contraire, il faut être créatif. Moi, je vous donne des billes comme ça, mais vous pouvez faire des choses. Par exemple, il y a Elodia qui est d'ailleurs là ce soir. Si vous avez suivi la série de vidéos, elle, à la base, elle voulait faire que la colocation. Et donc, elle a décidé, elle a été très inventive. Elle a pris une chambre dans sa propre colocation. Au départ, elle avait un appartement dont il lui coûtait à peu près 900 euros. Donc, elle a décidé de laisser son appartement et de prendre une chambre dans sa propre colocation. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée à être logée et ce sont ses locataires qui remboursent le crédit. Donc, voilà, vous pouvez être inventif et vous, voilà, au contraire, soyez inventif, quoi. OK, il y a la question de quelle manière accompagnes-tu? De quelle manière accompagnes-tu? C'est l'accompagnement sur ton projet, étape par étape. Je ne vais pas détailler la manière ici. Donc, au téléphone, à distance, oui. Nous avons eu le privilège d'accompagner des personnes qui sont hors Île-de-France. Et donc, voilà. Oui, au téléphone, oui. Autre question. Alors, il y a des questions qui défilent là. N'hésitez pas à me dire s'il y a une question que je n'ai pas. Alors, il y a une question ici. Est-ce que les conditions d'emprunt sont différentes? Voilà, il y a une question ici. Est-ce que les conditions d'emprunt sont différentes si tu achètes en nom propre ou en SCI? Yeah, bonne question. Les conditions sont un tout
petit peu, on va dire, différente parce que là, c'est la société, donc ce n'est plus la personne. Mais en général, c'est pas si différent que ça. En fait. Elles sont pas si différentes que ça. Mais c'est juste que si tu achètes en nom propre, si la banque fonctionne par hypothèque, donc il mettra l'hypothèque sur ton bien, sur toi. Si tu achètes en SCI et que donc il y a une chose que je dois vous dire que j'ai omis de dire dans la présentation, c'est que faut faire attention lorsque vous voulez investir dans l'immobilier avec une société commerciale, c'est-à-dire une SAS ou une SARL. Les banques, ils n'aiment pas ça parce que dans les sociétés commerciales, si la société est défaillante, la banque ne peut pas vous poursuivre, vous les actionnaires, intégralement. Donc, c'est-à-dire la banque va vous poursuivre à la hauteur de vos actions dans la société. Ce qui fait que les banques ont beaucoup plus peur de suivre lorsque c'est des sociétés, on va dire, SARL ou SAS. Donc, en SCI, c'est comme si tu achetais en nom propre, mais tu achètes avec une autre personne. Donc, c'est une société civile, donc les actionnaires sont responsables de leur part. Il n'y a pas une grande différence, mais la différence peut être au niveau de la durée. Des fois, il peut dire sur 10 ans, sur 15 ans, quoi. Alors qu'en nom propre, très souvent, ça peut aller sur 20, 25 ans. Donc, ça peut être ça la différence, mais il n'y a pas une grosse différence. OK. Autre question. Alors, la question en colocation, est-ce que tu dois avoir un accord particulier du syndic? À mon avis, non. À mon avis, non. Mais il faut juste se renseigner qu'est-ce qui est écrit dans le règlement de copropriété. Mais normalement, non. Mais il y a des règlements de copropriété où ils peuvent l'interdire, en fait, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais ce qu'il faut regarder, voilà, ça me revient. Lorsque tu veux faire de la location courte durée, il faut absolument regarder sur le règlement de copropriété s'il n'y a pas la clause de bourgeoisie. La clause de bourgeoisie, c'est quoi? C'est que le bien, donc l'immeuble, ne peut pas être loué en courte durée ou ne peut pas abriter des bureaux comme comment on appelle, un cabinet de notaire, un cabinet de médecin, etc. Donc, si vous voyez que dans l'immeuble, il y a un cabinet de médecin, etc., ça veut dire que vous pouvez faire la location courte durée parce que toutes ces sociétés-là, en fait, c'est du commercial. Donc, en tant que, si vous faites de la location courte durée, vous êtes considéré comme un commerçant, en fait. OK. D'autres questions? Je suis en train de chercher les questions, là. Nous avons également des questions qui concernent le statut des indépendants. Est-ce qu'on peut acheter en étant indépendant et quelles sont les conditions? Alors, en étant indépendant, alors ça dépend, indépendant, parce qu'il y a plusieurs catégories d'indépendants. Est-ce que tu peux préciser un peu, parce que si, par exemple, tu es libéral du style médecin avec ton cabinet et tout ça, oui, et tu peux être artisan avec ta société depuis 3-4 ans. Si tu es indépendant et que tu as, en tout cas en France, tu as un bilan de 3 ans d'exercice, oui, la banque peut te suivre. Après, il y a des banques où l'exception peut suivre même sur un bilan de 2 ans d'activité. Mais oui, les banques peuvent te suivre. Après, si tu n'as pas encore de bilan sur ta société, c'est un peu compliqué. Alors, bonne question de Manu. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'achat d'un immeuble
immeubles de rapport. Alors, les inconvénients, alors les avantages, c'est que si tu achètes tout un immeuble, tu n'as pas les charges de copropriété. C'est-à-dire, tu es le seul, on va dire, copropriétaire. Donc, dans un immeuble classique, lorsque tu as un appartement, tu dois contribuer les charges de copropriété pour la gestion de la maintien de l'immeuble. Lorsque tu es propriétaire de ton immeuble, tu n'as pas les charges de copropriété. Donc, la copropriété, c'est toi. Ça veut dire que l'inconvénient, tu viens là maintenant, c'est que tu vois là, c'est que s'il y a un problème, c'est toi qui dois supporter ces charges-là. S'il y a un ravalement de façade, c'est toi qui le fais. S'il y a un toit, ça sort de ta poche. Donc, l'avantage, c'est que tu peux planifier, etc., mais tout dépend de toi. Donc, l'inconvénient, c'est que lorsqu'il y a un problème, ben, c'est toi qui dois gérer, quoi. C'est à ta charge. L'avantage, c'est que tu n'as pas cette charge-là que tu dois payer obligatoirement, parce que lorsque tu es dans une copropriété, ben, tu dois accepter cette contribution-là, tu dois payer tous les mois. Donc voilà un peu l'avantage et inconvénient. Autre avantage, c'est que ben, tu as beaucoup de cash flow si tu l'as bien fait. Et ça, tu ne peux pas le trouver partout, quoi. OK. Donc, il y a plein d'autres questions. Fiscalement parlant, est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui est mieux qu'un autre pour de l'investissement longue durée? La fiscalité est très, très, très relative. C'est-à-dire, on peut avoir les mêmes sociétés avec les mêmes statuts, mais on n'a pas la même fiscalité. Je m'explique. Tout dépend vraiment comment dire ça? Par exemple, on peut avoir le même bien, les mêmes loyers qu'on gagne, mais on n'a pas la même grille d'imposition. Il y en a qui sont imposés à 30%, il y en a qui sont imposés à 41%. Donc, vous pouvez avoir les mêmes revenus, mais si votre grille d'imposition personnelle ne sont pas les mêmes, vous ne payerez pas les mêmes impôts. Donc, pour revenir en société, tout dépend. Est-ce que la société est en IR, donc impôt sur le revenu, ou la société est en IS, l'impôt sur les sociétés? Donc, ça dépend de beaucoup de paramètres. Je ne suis pas capable, en fait, de répondre à cette question-là aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup de paramètres, en fait. Voilà. Yes. Quelle autre question? Wow, il y a plein de questions là. J'espère que je n'ai pas loupé les questions. Alors, je ne vois plus de questions. Je remonte pour voir s'il y a d'autres questions. Donc, voilà les amis. Inscrivez-vous à TMPI Academy. Et donc, les accompagnements, on n'a pas beaucoup de place cette année. Ça a déjà commencé depuis janvier. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas les questions dans l'échange. Je ne vois pas des questions. OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Merci en tout cas d'être connectés ce soir. Et donc, voilà, vous devez investir dans l'immobilier malgré le confinement. Nous avons vu que ça continue de marcher. Il y a une question, les APL vaut mieux les... Alors, je n'ai pas bien compris. Ouf, ça passe vite là. Qu'appelle-t-on sous-location? Alors, sous-location, c'est lorsque tu loues un bien à un propriétaire. Donc, ce n'est pas ton bien, tu loues et tu mets en location à d'autres personnes. Donc, est-ce que les APL, vaut mieux les percevoir directement? Oui, vaut mieux les percevoir directement. Donc, voilà, je n'ai pas trop envie.
qu'appelle-t-on? Alors, elle dit, je n'ai pas trop envie, virgule, que faire? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Je sais pas si c'est la suite des APL, mais vaut mieux le percevoir. Après, c'est à toi de voir. C'est vraiment personnel. Non, l'accompagnement de A à Z, c'est uniquement en France aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en France, on a des partenariats avec des courtiers qui peuvent nous accompagner. En Belgique, pas encore pour l'instant. Donc, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, l'accompagnement A à Z se fait que sur le territoire français. Alors, quelqu'un dit, on doit finir la formation pour avoir l'accompagnement. Non, il y a des personnes qui sont accompagnées qui ne sont pas dans la formation, qui ont fait des formations précédentes. Kevin, l'accompagnement de A à Z est compris dans la formule intégrale? Oui, mais il y a aussi la possibilité d'avoir l'accompagnement à part sans la formule intégrale, mais c'est beaucoup plus cher. Et il faut que je regarde, mais on n'avait plus beaucoup de place aux dernières nouvelles parce que dans l'année, on n'accompagne que, en tout cas en région parisienne, que 10 personnes. Et là, on va commencer, donc on va commencer à accompagner donc dans toute la partie sud, en tout cas avec, on est en train d'arranger les choses pour ceux qui habitent Lyon, Marseille, la zone sud. La zone sud, donc on aura une représentante là-bas qui est calée dans l'immobilier pour accompagner, pour nous aider à accompagner les personnes là-bas aussi. Donc voilà. Vous accompagnez sur un seul achat? Non, on ne fait qu'un seul achat, on ne fait pas plusieurs. Parce que voilà, ça prend du temps et c'est beaucoup d'énergie. On a eu à accompagner les gens de faire 2 achats simultanés, mais c'est très. C'était pas bon en fait. On est parti sur un premier bien et les personnes ont changé le projet en cours. Comme on est généreux, on a suivi, on les a aidés, mais ça prend énormément de temps et énormément d'engagement pour nous. Donc, si c'est clair dès le début et que la personne veut être accompagnée pour faire 2 achats en simultané, il faut dire dès le début, comme ça le prix va avec, quoi, parce que voilà, il y a du boulot derrière. Ok. Oui, on fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, depuis cette année, on faisait des accompagnements que pour l'investissement. Donc là, maintenant, on fait des accompagnements pour l'investissement de A à Z et on fait aussi du clé en main, c'est-à-dire vous nous dites votre projet, etc. Et nous, on fait tout pour vous du début jusqu'à la signature chez le notaire. Après, ce n'est pas les mêmes prix, c'est clair, mais voilà quoi. Ok, les amis, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Il est 20h36. En tout cas, merci pour votre présence. Je pense qu'il y aura une rediffusion. Et puis, inscrivez-vous si vous avez des questions. On fait aussi du coaching ponctuel où voilà, je réponds à vos questions pendant 2 rendez-vous d'une heure. Donc, il y a le coaching ponctuel, l'accompagnement de A à Z et aussi du clé en main. Voilà. Et aussi les formations en ligne, etc. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous ceux qui s'inscrivent là maintenant. Et je vous dis à très bientôt. Donc, excellente soirée à vous. Et merci vraiment d'avoir été nombreux ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà. Donc, j'espère vous retrouver dans la formation. Et c'est parti. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.